Ça fait plus de 11 ans que je suis entrepreneur et que j'ai des entreprises. Au total, j'en ai créé 5 en 11 ans. Et aujourd'hui, je vais t'aider à répondre à la question: quel est le meilleur statut juridique? Que tu veuilles lancer un SaaS ou te lancer en freelance, il y a un statut qui sera plus adapté à ta situation. Mais pour ça, il faut bien les comprendre. J'ai fait plusieurs business dans ma vie. J'ai été freelance, j'ai créé un guide sur le Japon, validé par l'Office du tourisme japonais à Paris. Mais ce que je fais le plus, et c'est peut-être pour ça que tu es sur cette vidéo, c'est que je crée des SaaS, des Software as a Service, autrement dit, des logiciels en ligne. Voici donc quel est le meilleur statut juridique pour lancer ton activité, et pour ça, on va se retrouver derrière mon écran. Alors, quel statut juridique choisir en 2024? Parlons des plus communs. Je ne vais pas parler des statuts qui sont compliqués. On a d'abord le statut micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, qui en fait n'est pas vraiment un statut, mais on en parlera juste après. On a le statut entreprise individuelle. On a le statut SARL ou EURL quand tu es tout seul. On a ensuite la SAS et la SASU. Maintenant, je vais donner quelques notions rapides. Ne t'inquiète pas, même si tu n'as aucune base du tout, je vais essayer de schématiser ça de manière la plus simple possible. D'abord, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises de personnes physiques, donc c'est-à-dire que l'entreprise te représente et tu représentes l'entreprise. Il n'y a pas de différence entre vous deux. Aux yeux de l'État, vous êtes la même personne. Donc dans le cas général, si l'entreprise a des dettes, ça revient à dire que tu as des dettes. Si tu as des dettes, l'entreprise a des dettes. Mais on verra qu'il y a des petites subtilités, mais globalement, voici la règle générale. Ensuite, on a l'entreprise de personnes morales. Là, en fait, l'entreprise est une personne virtuelle. Elle est décorrélée de toi, celui qui a créé l'entreprise, que tu sois tout seul ou à plusieurs, et elle a donc sa propre responsabilité, qui en général est liée au capital que tu vas mettre, c'est-à-dire l'argent que tu as injecté pour créer l'entreprise. Et là, je ne parle pas des dépenses pour créer l'entreprise, je parle de l'argent que tu injectes pour représenter que l'entreprise existe. C'est ce qu'on appelle le capital social. En général, il y a deux façons de payer des impôts. Il y a l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est l'impôt que toi, tu payes en tant que personne. Et ensuite, il y a l'impôt sur les sociétés. C'est ce que paye la société, la personne virtuelle, en tant que personne. Donc tu l'auras compris, en général, dans les entreprises de personnes physiques, on paye de l'impôt sur le revenu, alors que dans les entreprises de personnes morales, l'entreprise va payer un impôt sur les sociétés, et toi tu repéreras en perso tes impôts sur le revenu si tu te verses un salaire. Maintenant, on va séparer les deux types d'impôts. On a tout ce qui concerne le fiscal et tout ce qui concerne le social. Le fiscal, c'est purement financier. Donc tu vas avoir l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, IRIS. Tu vas avoir la cotisation foncière des entreprises, c'est une sorte de taxe d'habitation pour les entreprises, et tu vas avoir la TVA. Il y en a bien plus, mais là je te donne les trois principaux qui nous importent. Et ensuite, dans le social, à chaque fois que tu me verras dire les cotisations sociales, je parle de toutes les taxes qui incluent la retraite, le chômage, ce genre de choses. Il y en a vraiment beaucoup plus, mais dans l'idée, tu as compris. Rentrons dans le vif du sujet, on va parler du statut micro-entrepreneur. Quels sont les avantages et les inconvénients? Le premier avantage du statut micro-entrepreneur, c'est que c'est gratuit à ouvrir. Tu n'as que très peu de cotisations, un maximum de 23%. Ça va augmenter dans les années à venir, là, d'ici 3 ans. Tu n'as que très peu d'impôts, parce que sur tout ton chiffre d'affaires, donc l'argent que tu vas gagner, il y aura ce qu'on appelle un abattement, c'est-à-dire une réduction. Donc disons par exemple que tu gagnes 1000 euros. Sur 1000 euros, si tu fais du freelancing ou du SaaS et que tu es dans la catégorie prestation de service, l'État ne va se baser que sur 50% de la somme. Il y a très peu d'administratifs. Tu vas payer la CFE, la TVA si tu es assujetti, si tu dépasses un certain seuil ou si tu le demandes explicitement. Tu dois faire des factures pour tes clients et tu dois tenir un livre des recettes où tu notes les entrées et les sorties. Ça s'arrête là. Tu n'es pas obligé d'avoir un comptable, là où dans tous les autres statuts, même si un comptable n'est pas obligatoire au niveau strict de la loi, ça demande quand même beaucoup plus de skills de le gérer soi-même. Ensuite, en micro, tu as que très peu d'obligations. L'avantage aussi, c'est que tu peux avoir ce qu'on appelle un conjoint collaborateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire en gros que ton conjoint, avec qui tu es pacsé ou marié, peut travailler avec toi et ça va vous donner des avantages fiscaux, contrairement à si tu prenais ton conjoint en tant que salarié. Maintenant, parlons des inconvénients. Quand tu es un micro-entrepreneur, tu es ce qu'on appelle un travailleur non salarié, tu n'es pas salarié. Tu ne peux pas déduire de frais, il n'y a pas de frais déductibles en micro-entrepreneur, parce que comme tu payes de petites cotisations et de petits impôts, c'est comme ça, le statut est fait comme ça. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si tu as beaucoup de charges, pas du tout adaptées, et notamment ça implique que si tu veux embaucher des gens, parce que oui, on peut être micro-entrepreneur et embaucher, mais comme tu ne peux pas déduire de charges, ça veut dire que ce que tu vas payer à tes salariés ou à des freelances prestataires ne peut pas être déduit de ton chiffre d'affaires. Et donc c'est comme si tu payais des impôts pour avoir payé des gens. Ça n'a pas d'intérêt. Il y a un seuil de chiffre d'affaires en fonction de ton activité, mais globalement si tu te lances en freelance ou que tu lances un SaaS, ce sera 72 000, quelque chose comme ça. Si tu le dépasses 2 ans d'affilée, tu dois changer de statut. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est la crédibilité. Pour certaines personnes, être une entreprise micro-entrepreneur, c'est pas forcément crédible. Donc si tu es freelance et que tu veux travailler en régie pour de grandes sociétés, ça peut être compliqué, ça dépend vraiment des cas. C'est le meilleur statut pour moi si tu veux démarrer sans risque. Je mets des guillemets à sans risque, mais par là je veux dire qu'en fait ça coûte vraiment rien à créer. C'est très facile à fermer, donc c'est parfait pour faire des tests. Par contre, tu dois démarrer seul. Maintenant, parlons de l'entreprise individuelle. Donc, comme j'ai dit, un micro-entrepreneur à la base, c'est aussi une entreprise individuelle, mais au régime micro-social, micro-fiscal. C'est-à-dire, tu payes peu d'impôts et peu de cotisations sociales. L'entreprise individuelle classique, là, c'est très différent. Tu es dans la version réelle. Ça vient avec plein d'avantages. C'est aussi pas très cher à ouvrir, mais ce n'est pas gratuit. La micro, c'est maintenant 100% gratuit, mais l'entreprise individuelle, ça coûte un peu moins de 50 euros en fonction des options. Là, tu peux enfin déduire des frais
et des charges. Et là, petite pause. Le but, quand on crée une entreprise, ce n'est pas de se verser le salaire maximum. Le but, c'est d'utiliser le plus possible l'entreprise pour payer tout ce dont tu as besoin dans ta vie qui sert à ton travail. Je le redis, qui sert à ton travail ou à l'activité. Parce que quand tu payes des choses sur l'entreprise, tu vas récupérer la TVA. Donc la TVA, c'est un impôt que tu payes à chaque fois que tu achètes des choses. Donc en tant que particulier, quand tu l'achètes avec ton salaire, tu vas la payer, tu ne la récupères jamais. Et en plus, après, tu repayes des impôts sur ton salaire. Alors que quand tu achètes quelque chose avec ton entreprise, c'est l'entreprise qui paye. L'entreprise, elle récupère la TVA dans la majorité des cas. Et en plus de ça, l'entreprise ne paye pas d'impôt sur cet achat qu'elle vient de faire. Pour bien t'illustrer la chose, disons que tu as 1200 euros de salaire, tu as acheté un ordinateur avec, il te reste donc 0 euros. Sauf que sur ces 1200 euros du PC, il y avait 200 euros de TVA que toi tu ne récupères pas, tu les as payés, c'est fini. À la fin de l'année, sur les 1200 euros, tu vas payer un impôt sur le revenu. Pour simplifier, là, je vais juste faire croire que l'impôt il fait 10%, ça fait 120 euros. Donc sur 1200 euros, il te reste déjà 0, mais comme tu dois payer des impôts à la fin de l'année, là, tu es à moins 120 euros. Voilà ce qui se passe quand tu achètes un objet personnellement. Tu payes la TVA à l'entreprise à qui tu l'as acheté, et en plus de ça, à la fin, tu dois payer un impôt sur ton salaire global. Maintenant, regardons avec une entreprise ce que ça donne. L'entreprise a fait 1200 euros de chiffre d'affaires, elle achète un ordinateur à 1200 euros. Comme il y a 200 euros de TVA, ces 200 euros de TVA, elle va les récupérer, et comme ces 200 euros de TVA, ce n'est pas imposable, ce qui fait qu'à la fin de l'année, l'entreprise a dans son compte 200 euros, mais elle a 0 euros de bénéfice. Voilà la différence entre une entreprise qui achète un objet et un salarié qui achète un objet. Revenons maintenant au statut entreprise individuelle. Tu peux donc acheter des choses avec l'entreprise, les frais sont déductibles, contrairement à la micro. Il n'y a pas de seuil de CA, donc là, sky is the limit. Tu peux toujours avoir le fameux conjoint collaborateur. Les cotisations sont beaucoup plus élevées, mais on est à peu près sur un maximum de 32%. L'administratif est plus chiant qu'en micro. Je te conseille fortement d'avoir un comptable. Les gros inconvénients, c'est que tu es aussi travailleur non salarié, donc tu n'es pas salarié. Tu seras imposé sur le revenu, c'est-à-dire que tout ce que tu fais comme chiffre d'affaires, moins tout ce que tu as comme charge, le montant restant, l'État considère que c'est ça ton salaire. Donc si tu fais 100 000 euros et que tu dépenses 10 000 euros, il reste 90 000 et donc tu seras imposé sur ces 90 000. C'est comme si tu t'étais versé 90 000 de salaire. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. En entreprise individuelle, tu ne peux pas avoir d'associé parce que l'entreprise individuelle c'est une personne physique, donc l'entreprise te représente toi. Il y a très peu d'optimisation fiscale possible. Et pour moi, le plus gros inconvénient, c'est les cotisations sociales parce que le système est un peu bizarre. Il se fait sur l'année précédente. Donc il faut bien jongler et être sûr d'avoir de l'argent en fin d'année pour payer ses cotisations sociales correctement. Je schématise, mais c'est ça la règle générale. C'est donc le meilleur si tu veux quelque chose comme la micro, mais avec pas de seuil et la possibilité de déduire des frais. Dans les deux que je viens de dire, tu ne peux pas avoir d'associé et tu n'as pas de ce qu'on appelle des dividendes, c'est-à-dire que tu n'as pas de revenus en fin d'année. Parlons maintenant de la SARL et de l'EURL. Ça, c'est une société qui est une entreprise morale. Donc la SARL et l'EURL, ça ne te représente pas toi, c'est une personne à part entière. Ce qui est bien, c'est que du coup, l'impôt, c'est l'impôt sur les sociétés, et en général, il est plus faible que l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de seuil de CA. Là, il y a des dividendes possibles. Ta responsabilité est limitée au montant que tu as mis dans le capital social. Pour schématiser, disons que tu as mis 1000 euros pour créer l'entreprise en capital. Ça veut dire que ta responsabilité, dans les grandes lignes, bien sûr, est à hauteur de 1000 euros. Et toi et l'entreprise êtes bien deux personnes distinctes. Tu peux aussi avoir un conjoint collaborateur. Tu as des frais déductibles et les cotisations sont sensiblement les mêmes qu'en entreprise individuelle. Là, on est à peu près sur 35% maximum. Tu peux taper simulateur URSSAF EURL. Les inconvénients, c'est que quand tu es gérant d'une SARL ou d'une URL, gérant majoritaire, tu seras TNS. Donc tu seras comme une entreprise individuelle ou un micro-entrepreneur, ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir une URL ou une SARL en tant que gérant majoritaire et en plus à côté être micro-entrepreneur ou être en entreprise individuelle. Parce que tu ne peux pas être deux fois un travailleur non salarié. Ce qui est un peu plus chiant aussi, c'est que le coût d'ouverture est plus élevé. Tout dépend comment tu le fais, mais disons que ça varie entre 300 et 1000 euros. Tu ne peux pas avoir plus de 100 associés. Alors là, je te vois déjà venir. Tu te dis 100, c'est déjà quand même beaucoup. C'est vrai. Mais si jamais tu voulais créer un système de private equity, c'est-à-dire un système où tu veux vendre des parts de ton entreprise à énormément de personnes, par exemple, comme si tu étais coté en bourse, sans pour autant être coté en bourse, si tu veux faire ça, ou faire du crowd equity, c'est-à-dire laisser des particuliers pouvoir mettre de l'argent dans ton entreprise, eh bien tu pourras, mais tu seras limité à 100 personnes. Donc c'est un cas très spécifique, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Les règles sont beaucoup plus rigides, qui dans les grandes lignes veut dire que tu ne peux pas faire une entreprise fourre-tout. L'administratif est plus lourd à gérer qu'en micro ou en entreprise individuelle. Là, le comptable est plus que fortement recommandé. Et on a le même système de cotisation N+1 comme en entreprise individuelle, qui est un peu chiant. C'est le meilleur si tu veux avoir une bonne rémunération mensuelle et en même temps avoir la possibilité d'avoir des associés. Parce qu'il y a peu de cotisations sociales sur ta rémunération. Que ce soit la micro, l'EI ou l'EIRL, tu peux piocher l'argent comme tu veux. En micro et en EI, tout ce qui reste comme bénéfice, c'est considéré comme ton salaire. En EURL, c'est un peu différent. Tu dois définir la rémunération du gérant. Néanmoins, tu peux plus ou moins piocher
comme tu veux, du moment que tu payes tes cotisations sociales. Parlons maintenant du dernier cas, la SAS et la SASU, qui sont les cas que moi j'ai pris pour 4 de mes entreprises. Tout comme le URL et la SARL, là on est sur l'impôt sur les sociétés. Là tu es assimilé salarié en tant que statut. C'est le seul statut qui peut être cumulable avec le statut micro-entrepreneur, parce que justement tu es assimilé salarié, tu n'es pas travailleur non salarié. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est hyper intéressant. Là tu peux avoir des associés en illimité. Donc si tu veux faire un private equity ou du crowd equity, il n'y a pas de seuil de CA. Les dividendes sont moins taxés qu'en EURL ou en SARL. La responsabilité est limitée. Tu peux déduire des choses comme d'habitude. Les gros inconvénients, c'est les coûts d'ouverture qui seront plus élevés qu'en SARL et EURL. Et ça vient du fait que la SAS et la SASU, tu peux mettre un peu tout ce que tu veux dedans. Donc il faut rédiger des statuts spécifiques. Donc les coûts d'ouverture sont plus gros, 400 à 1500 euros en fonction de comment tu fais. Par contre ici, tu ne peux pas avoir de conjoint collaborateur. L'administratif est plus lourd à gérer, parce que quand tu te verses un salaire, il y aura un système de fiches de paye. Donc voilà, plus de frais administratifs. Et les cotisations sociales sur le salaire sont très élevées. On parle de minimum 60% dans une grande majorité de cas. Tu peux l'utiliser pour faire plein d'activités très différentes. Tu peux créer le genre d'entreprise que tu veux. Tu auras un statut salarié si tu as besoin de ça pour différentes choses dans ta vie. Mais c'est aussi le meilleur pour optimiser ses revenus de manière annuelle. Donc pas ses revenus tous les mois parce que tu payes beaucoup de cotisations sociales. Par contre, comme tu payes beaucoup moins sur les dividendes et qu'en plus c'est cumulable avec une micro à côté, ça peut être intéressant dans certains cas. Côté chômage, est-ce qu'on peut être entrepreneur et en plus avoir le chômage? La réponse est oui. Il y a des règles différentes dans chaque situation. Je vais te donner les grandes règles. Tu peux cumuler le chômage à 100% si tu es en micro et que tu as créé ta micro avant d'être au chômage et que tu faisais déjà du chiffre d'affaires. Donc si pendant que tu étais salarié, tu étais micro-entrepreneur à côté et que tu faisais déjà du chiffre, dans une grande partie des cas, quand tu vas passer au chômage, le pôle emploi ne va pas déduire ce que tu gagnes en tant que micro-entrepreneur de ton revenu ARE. Ensuite, si tu as n'importe quel type d'entreprise sur laquelle tu ne te verses aucune rémunération ou salaire, tu peux aussi toucher le chômage à 100% tous les mois. Ensuite, il y a un cas où tu peux toucher le chômage de manière partielle, et donc ça c'est quand tu es en micro et tu as créé ta micro après avoir été au chômage. Donc là, il y aura tout un calcul compliqué que je ne vais pas montrer là. Tu peux aller voir sur internet. Ou si tu es en entreprise individuelle classique, comme là, il n'y a pas vraiment de notion de rémunération et que tu pioches comme tu veux, de facto, tu ne peux pas avoir un cumul total si tu es en EI. Peut-être que si tu as créé l'EI avant, tout comme pour la micro, mais j'ai jamais eu le cas donc je peux pas te dire. En termes d'aide, il y a une chose qui s'appelle l'ACRE qui permet d'avoir une réduction. Quand tu es en micro, ça te fait 50% de réduction sur tes cotisations sociales. Pour les autres statuts, il y a une histoire de réduction en fonction de tout un tas de critères, de si tu te verses un salaire ou pas et de tout un tas de choses. Ensuite, on a l'ARS qui, quelle que soit l'entreprise, si tu as créé une entreprise ou que tu reprends une entreprise créée par quelqu'un d'autre, tu peux faire une demande d'ARS et cette demande, c'est quand tu es au chômage, tu vas pouvoir demander 60% de ton chômage en 2 fois et pour ça, je te laisse aussi aller vérifier. Maintenant, on arrive au secret bien gardé, quelque chose que beaucoup ne savent pas, je l'avais déjà teasé tout à l'heure, c'est que tu peux cumuler micro-entrepreneur et SAS ou SASU, parce qu'en SAS ou SASU, tu es assimilé salarié, alors qu'en micro, tu es TNS. Donc tu peux être et TNS et assimilé salarié, mais tu peux pas être 2 fois TNS. Et ça, c'est un avantage dans un cas très précis. C'est si tu as déjà une activité en micro ou même que tu penses que tu vas avoir 2 activités très distinctes, tu peux donc créer un statut micro-entrepreneur avec une activité par exemple de développeur, alors que tu pourrais très bien ensuite avoir une SAS ou une SASU qui est une agence de communication ou une agence de conseil ou qui fait du e-commerce, peu importe, et tu vas pouvoir cumuler les deux et tu vas même pouvoir t'embaucher toi le micro-entrepreneur par la SASU tant que les deux ne sont pas en concurrence, que tu ne fais pas des tâches de gérant et tant que tu as une activité réelle de micro, c'est-à-dire que tu as d'autres clients ailleurs. C'est quelque chose que je te conseille de voir avec un comptable, mais c'est un des meilleurs moyens d'optimiser ses revenus parce que du coup tu vas pouvoir te verser ta rémunération en micro, là où tu payes le moins de cotisations sociales, tout en ayant la possibilité de déduire des charges sur ton autre activité. Mais encore une fois, il faut bien que ce soit 2 activités distinctes et à toi de savoir comment optimiser tout ça proprement en discutant avec un comptable. Du coup, quel est le meilleur statut à choisir en 2024? Moi, personnellement, j'ai commencé par une micro quand je me suis lancé en freelance en 2013. Par la suite, j'ai créé que des SAS et une SASU parce que je voulais pouvoir être très flexible dans les types d'activités que j'allais faire et que je voulais pouvoir avoir des associés et je voulais pouvoir garder ma micro. La SAS et la SASU étaient donc le plus logique dans ma situation. C'est pour moi un des meilleurs scénarios. Néanmoins, comme beaucoup de choses dans la vie, ça dépend. Et voici quelques grandes règles que je peux te donner. Pour moi, la micro, c'est le meilleur si tu ne sais pas où tu vas, que tu penses que tu ne vas pas faire beaucoup de CA, que tu as très peu de dépenses et très peu de charges, vu que tu ne peux rien déduire, et que tu ne comptes pas avoir d'associé, mais que tu comptes peut-être avoir un conjoint collaborateur. Ensuite, ce que je conseille, c'est l'EI, si tu veux avoir les mêmes avantages que la micro dans les grandes lignes, mais pour autant, ne pas avoir de limite de CA et quand même pouvoir déduire. Mais l'EI et la micro, c'est vraiment ce que je conseille quand tu ne sais pas encore totalement ce que tu veux faire. Parce que tu peux pas avoir d'associé, et que je le rappelle, tu vas payer des impôts sur le revenu, donc c'est très dur à optimiser. Ensuite, ce que je conseille pour les gens qui veulent un revenu mensuel élevé, qui veulent le maximiser, parce qu'ils en ont besoin dans leur vie personnelle, et que l'activité va être classique, c'est l'EURL ou la SARL. Parce que les cotisations sociales sont similaires à l'EI, mais pour autant, tu vas pouvoir utiliser l'impôt sur les sociétés pour faire tout un jeu fiscal et optimiser ta rémunération. Et enfin, je ne conseille la SAS ou la SASU que si tu veux maximiser le revenu général
à l'année, mais en mensuel, c'est le pire à faire, sauf quand tu le cumules à une micro. Si tu veux avoir un statut salarié, c'est aussi très bien, et si tu n'as pas besoin de conjoint collaborateur. Quel que soit le business, tout ce que je viens de dire est valable. Moi, en tant que personne qui crée des SaaS, je trouve que la SAS et la SASU, c'est un des meilleurs, mais comme j'ai expliqué, ça dépend. Pour les gens qui se lancent en freelance ou qui lancent une petite agence, il y a un cas très particulier, c'est de faire du portage salarial ou de monter ce qu'on appelle une SEP, mais la vidéo va être trop longue si je rentre dans le détail, mais dis-moi en commentaire si tu veux que j'en parle. En attendant, tu peux aller voir la vidéo où j'explique comment j'ai créé plusieurs business qui font partie justement de mes diverses entreprises. À la semaine prochaine.